pour l'enregistrement. Voilà. Donc, encore merci pour votre présence aujourd'hui. Le groupe Imoneos est très actif. C'est d'abord grâce à vous, grâce aux très bonnes discussions que vous avez et toutes vos contributions. Donc, merci encore et continuez. Le groupe est jeune, donc on cherche toujours à s'améliorer, David et moi. Donc, toutes les suggestions que vous pourriez avoir sur soit des sujets, soit le mode de traitement avec Imoneos, n'hésitez pas à nous le partager, soit directement dans le chat qui est ici aujourd'hui, soit par email après coup. Aujourd'hui, on a eu 150 inscriptions sur les deux sessions, donc une pour l'Asie et l'Europe et une autre plus pour la partie Europe et Amérique pour gérer les différents fuseaux horaires. Et c'est vraiment intéressant quand on fait le tour d'horizon de voir qu'il y a des personnes aussi bien de Singapour, de Hong Kong, du Japon, de la Malaisie, mais aussi de Suisse, de Dubaï, de Koweït, du Qatar, d'Arabie Saoudite pour toute la partie, on va dire, East du globe qui sont inscrites. Et en Europe, d'Angleterre, d'Allemagne, de Belgique également, et ainsi de Suède. Donc voilà, c'est grâce, je dirais, à toutes vos expériences et ce côté vraiment global que les discussions sont vraiment intéressantes. Donc merci encore. N'hésitez pas à forwarder et inviter vos amis expatriés dans vos pays à rejoindre le groupe. Plus on sera nombreux, plus les échanges seront constructifs. Voilà. Bon, comme vous l'avez vu, mon micro fonctionne, celui d'Aurélie également, mais vos micros, eux, sont coupés. Ce n'est pas un problème de micro, c'est juste pour faciliter les échanges et toujours entendre Aurélie durant sa présentation. Donc, pour la présenter rapidement, Aurélie est directrice au sein du cabinet d'expertise comptable Amarissimo, qui est dédié aux investisseurs immobiliers. Elle est notamment experte des sujets LNMP, LMP et d'autres sujets dont il y a des vidéos en ligne. Aujourd'hui, la conférence va vraiment être en deux parties. 30 minutes de présentation, on va laisser Aurélie dérouler sa présentation et 30 minutes de questions-réponses. Vous avez été nombreux d'ores et déjà à poser des questions en amont qui ont toutes été transmises à Aurélie pour qu'elle puisse les traiter au mieux dans sa présentation. Mais vous pouvez utiliser le chat pendant la présentation pour poser vos questions et bien sûr après pendant les questions-réponses. Voilà. Aurélie, c'est à toi. Merci Rémi pour cette introduction. Bonjour à tous. Alors, on va aborder aujourd'hui la location meublée avec un focus spécial, effectivement, puisqu'on a une population de non-résidents qui nous écoute aujourd'hui. C'est la communauté Imoneos, donc c'est avec plaisir. J'espère qu'on va pouvoir répondre à toutes vos questions après cette brève présentation. Sachant que, comme on est sur des sujets de fiscalité avec des particularités, parfois, ça peut nécessiter quelques temps de recherche. Donc, j'espère en tout cas pouvoir répondre à toutes vos questions après. Mais si toutefois il en manquait, je n'avais pas la réponse spontanément, je prendrai le soin en tout cas de faire la recherche nécessaire et de vous l'apporter et la transmettre à Rémi. Alors, rapidement, très brièvement, je vous présente qui est Amarissimo. C'est un cabinet d'expertise comptable qui est dédié aux investisseurs immobiliers. Aujourd'hui, on a plus de 7000 clients qui sont présents dans le monde entier pour gérer à peu près 10 000 lots sur tout le territoire national. Sur la partie investissement, alors on a une cartographie de nos clients. Elle n'est pas tout à fait à jour parce que évidemment, on accompagne de plus en plus d'expatriés. On accompagne surtout des clients qui ont fait de la location, enfin qui sont loueurs en meublé, puisqu'il y a une notion d'accompagnement de bilan comptable à télétransmettre à l'administration fiscale qu'on ne retrouve pas chez les propriétaires bailleurs en revenus fonciers. Cela n'empêche que nous en accompagnons également, surtout des personnes qui ont fait des investissements et qui sont résidents fiscaux français dans le cadre de réduction d'impôts type Pinel, ce que vous ne connaissez pas vu votre situation, mais pour sécuriser la réduction d'impôts. Et on a exactement le même cas dans le cas de monuments historiques. Mais on a aussi des propriétaires qui font du déficit foncier que nous accompagnons pour, là encore, sécuriser leur déclaration d'impôt. Et puis, comme nous sommes un cabinet pluridisciplinaire qui accompagne donc ces sujets d'immobilier, nous avons un volet juridique qui peut vous permettre de constituer des sociétés et de faire la gestion comptable de ces sociétés. Alors, essentiellement, on a plutôt des sociétés civiles immobilières ou des SARL de famille au regard de l'activité qui est à y loger. Voilà pour la présentation plutôt sommaire du cabinet. On va
donc passer sur la thématique qui nous rassemble aujourd'hui, qui est l'investissement en location meublée pour les non-résidents. Cette présentation va traiter uniquement de la location meublée destinée à l'habitation. En 30 minutes, nous n'avons pas le temps d'aborder tous les sujets, puisque la location meublée peut paraître un sujet très simple, mais il y a énormément de spécificités, et encore plus quand on fait de la location saisonnière. Donc, on va rapidement parler de la location meublée et de ses démarches, la fiscalité du LMNP et du LMP, et différents points sur des questions que Rémi a recensées et qu'il a pu me transmettre. Je sais que vous nous attendez surtout sur le sujet du LMNP-LMP, donc j'ai bien travaillé cette partie pour pouvoir vous répondre au mieux. Petit rappel pour contextualiser évidemment le sujet. La location meublée, c'est tout simplement la réunion de deux éléments, un élément intentionnel et un élément matériel, soit un bail et le mobilier. On doit pouvoir fournir l'ensemble des éléments nécessaires à une occupation normale du logement. On a deux définitions, la loi du 6 juillet 1989 et une définition dans le BOFIP qui nous permet d'encadrer la location meublée. Petit rappel également, on a depuis la loi Allure une liste du mobilier obligatoire. Vous pouvez la voir ici, c'est 11 éléments seulement, c'est très peu. Tout dépend après vous de votre volonté. Est-ce que vous souhaitez avoir une stratégie location meublée plus et en tirer les meilleurs profits, c'est-à-dire avoir un loyer marché valorisé parce que au-delà du logement, vous proposez des prestations finalement complémentaires par cette fourniture de mobilier, ou alors est-ce que vous souhaitez juste rentrer dans le schéma de la location meublée, auquel cas il suffit de respecter ces 11 éléments qui sont listés ci-après. Petite précision quand même, il suffit qu'un élément soit manquant pour que l'administration fiscale puisse remettre en cause votre statut de location meublée. Donc, faites attention. On a beaucoup de clients qui nous consultent, qui échangent avec nous sur ces sujets et qui nous disent « moi, si mon locataire veut apporter son lit, du coup, je retire le lit. » Eh bien, non, vous ne pouvez pas puisque ça fait partie des éléments indispensables. C'est au locataire d'en faire son affaire personnelle. S'il veut utiliser son lit, eh bien, il stocke celui que vous lui confiez. Il en fait son affaire personnelle. Il vous restitue à la sortie. Petit rappel également concernant la législation, la loi Allure a intégré la location meublée au 6 juillet 1989. Deux possibilités pour vous de louer, soit par le bail d'habitation avec une durée minimum d'1 an, ce qui est très confortable pour les personnes notamment expatriées, puisque si vous avez une volonté de reprise, eh bien vous avez cette faculté de pouvoir résilier en respectant un préavis de 3 mois, mais de résilier pour reprendre votre logement. La durée du bail est réduite à 9 mois si vous avez une population d'étudiants et aujourd'hui, on est sur un contrat type. La loi Elan en 2018 a également intégré un nouveau bail qui est le bail mobilité qui permet de louer un logement destiné à une résidence principale sur une durée de 1 à 10 mois, mais elle concerne qu'une population bien spécifique d'occupants, des personnes en mutation, en formation professionnelle, qui sont bien une population locative mobile. Comment louer en meublé? Deux questions qui nous sont régulièrement posées et sur lesquelles je souhaite insister. Est-ce que j'ai besoin d'une autorisation pour louer en meublé? Alors, dans la plupart des cas, non, sauf si on est dans des territoires où il y a une quote-part d'habitat indigne très importante. Ça peut être le cas notamment à Marseille ou certains secteurs d'autres villes. Pour le savoir, il suffit de se rapprocher de la mairie du lieu de situation de l'immeuble. Elle vous indiquera s'il y a une démarche de déclaration locative ou une demande d'autorisation à réaliser au préalable. Cette autorisation, elle n'est pas liée à l'activité de location meublée, elle est liée à l'activité de location tout court, que ce soit un logement nu ou un logement meublé. Vous devez juste vérifier qu'on n'ait pas ces démarches à réaliser préalablement. Ensuite, est-ce que le syndic de copropriété peut m'interdire la location meublée? Parfois, vous pouvez voir dans certains règlements de copropriété une clause d'habitation bourgeoise et parfois une exclusion sur la location meublée. La location meublée évoquée dans ce type de règlement fait référence à la location saisonnière. L'objectif étant de conserver la quiétude des occupants. Évidemment que vous, en tant que propriétaire bailleur, vous avez tout à fait la faculté d'apporter les éléments de confort que vous souhaitez à votre locataire. Ça n'entraîne en aucun cas un changement d'usage, donc ça ne génère aucun trouble de jouissance pour la copropriété. Voilà rapidement pour l'activité en tant que telle. En tant que propriétaire bailleur, si vous vous orientez vers la location meublée,
eh bien, vous devez le faire plutôt en nom propre. Je dirais que les sociétés, les structures type personnalité morale n'ont pas ou peu de place sur la location meublée parce que bien souvent, elles en font perdre tous les intérêts ou tous les bénéfices. La SCI n'a pas vocation à héberger de la location meublée, sauf si ça représente moins de 10% du chiffre d'affaires de la SCI. La SCI, si elle fait de la location meublée et que ça représente plus de 10%, elle va basculer à l'impôt sur les sociétés et ce n'est peut-être pas l'objectif recherché. Donc, si vous détenez un bien en SCI et que vous en faites de la location meublée, dans ces cas-là, il y a deux options possibles pour vous. Soit vous modifiez votre personnalité morale en SARL de famille à condition que les associés sont des associés de la même famille, bien évidemment. Et là, vous conservez tous les avantages du LMNP ou du LMP. Soit vous faites un bail pour une sous-location qui autorise la sous-location en location meublée, de sorte à ce que vous puissiez réaliser cette activité sans remettre en cause la fiscalité. Voilà sur ce sujet. On va rapidement revoir les démarches concernant les étapes du loueur en meublé. Vous le savez, vous avez obligatoirement une inscription à réaliser via un formulaire, soit un P0I, soit un formulaire FCMB. Je précise ce point-ci, le FCMB est réservé pour les indivisions. Ça veut donc dire que si vous détenez votre bien en indivision, vous n'avez aucune option pour le micro-BIC possible. Vous êtes obligatoirement au régime réel. Sur le régime du micro-BIC, vous êtes limité à un chiffre d'affaires à 72 500 € ou 176 200 uniquement si vous êtes en location meublée classée, ce n'est pas le cas autrement, et vous bénéficiez d'un abattement de 50% ou 29% si vous êtes sur du meublé classé. Le régime réel, c'est une option qui est à formuler. Vous pouvez la formuler chaque année avant le 1er février. Pour les personnes qui dépasseraient cette date, on a toujours la possibilité de faire une demande auprès de l'administration fiscale. Sachez que les demandes qui sont formulées sont plutôt reçues favorablement. Ensuite, vous êtes de plein droit donc au régime réel pour les indivisions et en cas de dépassement de seuil. Autre point qui peut être intéressant pour vous, surtout pour les propriétaires qui ont un résultat fiscal bénéficiaire, c'est l'adhésion à un centre de gestion agréé. Le centre de gestion agréé est un organisme, un bras droit de l'administration fiscale en quelque sorte, et qui vous permet d'éviter pour la majoration de votre résultat. Comme on l'a dans cet exemple ici, j'ai pris sur une tranche marginale d'imposition à 20%, c'est la tranche marginale des expatriés dès lors qu'ils ont un résultat inférieur à 27 000 et quelques euros. Clairement, premier cas, j'ai un centre de gestion agréé, eh bien j'ai une imposition qui sera 1 302 €. Je n'ai pas de centre de gestion agréé, mon imposition va gaper puisque ma base taxable va être majorée de 25 €. Ici, dans cet exemple-ci, on a un delta de 300 €. Voilà l'intérêt du centre de gestion agréé pour vous. Rappel maintenant sur le sujet de la location meublée non professionnelle ou professionnelle. Parce que là, on a parlé de la location meublée en tant que telle. Les démarches, désormais, se font uniquement sur les formulaires qu'on déclare, puisque depuis février 2018, nous n'avons plus l'obligation de s'inscrire au registre du commerce et des sociétés. Voire même, auparavant, on pouvait déjà tenter de s'inscrire et avoir un refus, mais le refus valait inscription. Et aujourd'hui, on ne peut plus s'inscrire puisqu'on serait rejeté de facto. Ce qui veut donc dire que pour faire de la location meublée professionnelle, il faut répondre à deux critères. Un critère de recette, c'est-à-dire avoir au moins 23 000 € de revenus. Revenus TTC, puisque dans la plupart des cas, pour vous, vous êtes sur une activité TTC, et hors taxe si on était sur une activité de location meublée assujettie à TVA. Les recettes, pour la condition et pour être reconnu loueur en meublé professionnel, c'est qu'il faut que vos recettes, le chiffre d'affaires qui est généré sur votre activité de location meublée, soit supérieur aux autres revenus nets d'activité. Ce qui veut donc dire qu'on va prendre en compte l'ensemble des revenus déclarés en France et qu'on va les comparer à ce chiffre d'affaires. Dès lors que deux de ces conditions ne sont pas réunies, ces deux conditions ne sont pas réunies, vous êtes de facto en loueur en meublé non professionnel. Je souligne donc qu'on peut tout à fait avoir 40 000 € de revenus locatifs et être LMNP à condition d'avoir d'autres revenus professionnels par ailleurs sur le territoire français et qui soient supérieurs à ces montants-ci. Mais vous concernant en tant qu'expatrié, eh bien vous êtes de facto en LMP si vous réalisez plus de 23 000 €. Parce qu'on va, dans l'appréciation des revenus, eh bien, on prendra en compte uniquement les revenus professionnels imposés en France. Et donc, vos autres revenus
ne sont pas pris en compte et donc vous êtes placé de facto sur le régime du loueur en meublé professionnel. Qu'est-ce que ça va changer pour vous? Quelques petites nuances, notamment concernant la notion des déficits. Alors, un déficit en location meublée professionnelle va vous permettre de l'impacter sur un revenu global jusqu'à la 6e année. Bon, en l'occurrence, normalement, vous n'avez pas d'autres revenus, sauf si vous avez des revenus fonciers, auquel cas ça peut être intéressant pour vous. Mais voilà un point de différenciation avec la location meublée non professionnelle. Attention toutefois, dans les deux cas, les amortissements ne peuvent pas concourir à la production d'un déficit. Donc, il est relativement rare d'avoir un déficit en location meublée au sens large. Ensuite, il va avoir un impact sur la plus-value. La plus-value en location meublée non professionnelle, c'est celle des particuliers. Et on va le voir sur un exemple pour que vous puissiez comprendre comment ça fonctionne. En location meublée professionnelle, vous êtes sur la plus-value des professionnels. Et là également, on étoffe par un exemple tout à l'heure pour que vous puissiez en voir les conséquences. Ça veut donc dire qu'en location meublée non professionnelle, j'ai des sujets d'exonération et en location meublée professionnelle également. Cotisation sociale. Alors, cotisation sociale, quand on est en location meublée, non professionnelle, on n'est pas assujetti aux cotisations sociales, sauf si à l'intérieur de son activité, on a une activité de location saisonnière dont le chiffre d'affaires est supérieur à 23 000 € pour la partie location saisonnière. Sur la partie location meublée professionnelle, depuis la non-inscription au registre du commerce et des sociétés, il n'y avait donc plus de cotisation sociale qui était appelée pour ces loueurs en meublé professionnel. Seulement, le projet de loi de finances de la sécurité sociale prévoit le retour des cotisations sociales pour les loueurs en meublé professionnel. Nous attendons seulement le vote de cette loi et la publication du décret pour vous indiquer dans quel cadre et comment ça va fonctionner. Mais il est donc probable que dès 2020, vous ayez des cotisations sociales qui soient appelées pour cette activité. Concernant l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière, eh bien, vos biens en location meublée rentrent dans l'assiette taxable de l'IFI. S'ils sont en location meublée non professionnelle, automatiquement. S'ils sont en location meublée professionnelle, eh bien, ils ne rentreraient pas dans l'assiette taxable de l'impôt sur la fortune immobilière, à condition d'avoir un résultat d'activité positif et que cette activité soit votre activité principale. Particularité concernant la location meublée professionnelle et l'IFI, ce qui sera peut-être votre cas plus tard, mais on ne prend pas en compte les retraites. Ce qui veut donc dire qu'on compare vos revenus sans prendre en compte les revenus générés de cette activité de location meublée, sans prendre en compte les retraites perçues sur le territoire français. Ce qui veut donc dire que si vous avez un résultat d'activité positif, eh bien, on considérera de facto que cette activité est une activité principale et qu'on n'a pas d'imposition au titre de l'IFI. Attention, précision sur l'IFI quand même. Si vous avez une autre activité salariée par ailleurs et une autre profession à temps plein, ce qui est votre cas, vous, en étant expatrié, eh bien, l'administration fiscale reconnaît que ne vous reconnaîtrait pas comme une activité principale. Alors, je pense que ça nécessiterait un rescrit fiscal pour avoir une position définitive en fonction de chaque cas pour vos situations, vous, en tant qu'expatrié. Les cotisations sociales, je viens de l'évoquer, j'en rappelle rapidement. Ça veut aussi donc dire que pour les personnes qui ont un résultat positif et qui seraient taxées aujourd'hui dans la catégorie LMP, ils se voient avoir des prélèvements sociaux à hauteur de 17,2%. Dès que les cotisations sociales, les dates d'entrée en vigueur vont être connues et que le décret va nous préciser les modalités, eh bien, vous n'aurez plus ces prélèvements sociaux à hauteur de 17,2%. Vous aurez le remplacement des cotisations sociales de l'autre côté. Alors, que couvre cette couverture sociale et ces cotisations? Parce que vous allez avoir des cotisations à minimum de 1 200 €. Grosso modo, on est entre 1 000 et 1 200 €. Tout en sachant que vous avez ensuite un résultat
d'activité de location meublée qui est très souvent à zéro, mais si vous avez un résultat positif, eh bien, vous aurez une variation à hauteur de 41%. C'est-à-dire que vous avez un résultat de 1 000 € par exemple dans votre activité de location meublée, vous serez taxé à 41% sur ce résultat. Sauf que là, dans ce cadre-là, on serait inférieur à 1 200 €. Donc, les cotisations, c'est le barème minimum qui s'appliquerait des 1 200 €. En revanche, si vous aviez 10 000 € de résultats taxables, eh bien, vous auriez des cotisations sociales à hauteur de 4 000 €, plus ou moins, par rapport à ce résultat. Cette affiliation, alors il y a deux règles et deux façons de concevoir la couverture et le coût. D'abord, sachez juste une chose, que le Code de la sécurité sociale applique des règles de territorialité. Et en fait, la règle ne sera pas la même si vous êtes dans un pays membre de l'Union européenne ou si vous êtes dans un pays hors Union européenne. Pour les personnes qui sont situées dans un pays membre de l'Union européenne, eh bien, les règles qui s'appliqueront seront celle de la majorité. C'est-à-dire que si on considère que vous avez une activité, par exemple, salariée en Espagne, et que c'est bien la source, l'activité principale, eh bien, ce sont les cotisations sociales espagnoles qui prendront le pas sur les régimes social français. Ça veut donc aussi dire qu'il y a une démarche à faire auprès de ce régime social espagnol pour faire connaître ses revenus de source française et qu'une cotisation sociale sera appelée dans le pays concerné. En revanche, pour le reste du territoire, il est assez rare que dans les conventions internationales, ce sujet soit abordé. En fait, dans ces conventions, on parle plutôt du traitement des prestations sociales, mais rarement de l'affiliation. Ce qui veut donc dire que vous êtes plutôt, dans la majeure partie des cas, en fait, affilié de facto et qu'il n'y a pas de possibilité d'en être exonéré. Cette couverture sociale va vous permettre de valider, de bénéficier en tout cas de la protection sociale du régime français, de la couverture sociale de la sécurité sociale française, et également de valider des trimestres sous certains cas. Ça veut donc dire que pour pouvoir prétendre à la validation de trimestre, il faut un minimum de résultats taxable de 4 730 €, ce qui correspond à 11,5% du plafond annuel de la sécurité sociale. Pour valider 4 trimestres, j'étais dans l'attente en fait d'avoir le montant et malheureusement, je ne peux pas vous le communiquer aujourd'hui. Peut-être que d'ici ce soir, j'aurai l'information, mais j'avais un travail de recherche et je n'ai pas réussi à retrouver les bases pour pouvoir valider 4 trimestres. Je vous dis, l'avoir rapidement. Donc, je le communiquerai en tout cas à Rémi ou David qu'ils transmettront à la communauté dès qu'on aura les informations. Voilà pour la partie cotisation sociale. Concernant les plus-values, le traitement de la plus-value, c'est au moment donc de la vente, dans la plupart des cas, que ça va s'apprécier. Alors, location meublée non professionnelle ou professionnelle, comment on va apprécier le statut déjà au moment de la vente? Sachez que pour pouvoir traiter de cette fiscalité au moment de la cession d'un bien, eh bien, on va regarder votre situation l'année de la vente. Et si l'avis n'est pas tranché, imaginons qu'en 2020, au mois de novembre, eh bien, on ne sache pas si on est véritablement LMNP ou LMP, parce qu'on pourrait, par exemple, flirter avec le seuil des 23 000 € vous concernant, eh bien, on peut se référer à la situation N-1 et régulariser l'année N sans avoir de majoration quelconque. Ça, c'est une première chose. Ensuite, quelles sont les conséquences si j'arrête mon activité de location meublée et que je suis sous le régime de la location meublée non professionnelle? Est-ce que j'ai un traitement plus-value ou autre sur cette année-ci? Eh bien, si vous arrêtez votre activité de location meublée non professionnelle pour reprendre votre bien ou pour le remettre en location vide, par exemple, il n'y a aucun retraitement. On a seulement une petite démarche à réaliser auprès de l'administration fiscale où on doit lui transmettre dans les 30 jours un certificat où on indiquera qu'on arrête notre activité de location meublée en complétant un CERFA P2P4. Et en tant que loueur, si vous êtes en régime réel, ce qui est
le cas, dans 90% des cas, eh bien, on doit adresser un bilan de clôture dans les 60 jours. La donne est un peu différente quand l'activité est en location meublée professionnelle. Effectivement, si on sort le bien de l'activité professionnelle, si on le sort de l'actif, eh bien, on a un traitement de la plus-value qui va s'opérer. Alors, on va rentrer plus précisément sur le sujet des plus-values et notamment, on va reprendre le point de la plus-value en location meublée non professionnelle pour regarder quelles sont les règles qui s'appliquent. Vous savez, en location meublée non professionnelle, on ne reprend pas en compte l'amortissement qui a été pratiqué. Ça, c'est important de bien le comprendre et on est dans les plus-values du particulier avec un abattement pour durée de détention. Ce qui veut donc dire que là, on a fait un exemple, j'achète mon bien 350 000, j'ai une revente à 450 000, eh bien, j'ai une plus-value seulement à partir de 428 750 €, puisqu'on va pouvoir appliquer un forfait qui intègre les travaux et qui intègre les coûts d'acquisition à hauteur de 22,50%. Donc ici, c'est ce montant-là qui a été calculé dans notre projection et on se rend compte que eh bien, si je vends mon bien au bout de 5 ans, j'ai une fiscalité à quasiment 7 700 € et plus je détiens mon bien longtemps, moins je suis imposé fiscalement. Ça veut donc dire aussi qu'au bout de 30 ans, eh bien, je n'ai pas d'imposition sur cette vente. En location meublée professionnelle, c'est un peu différent. Il y a des conditions d'exercice déjà qui vont vous permettre de bénéficier d'une exonération de plus-value. Ça veut donc dire que si on vous reconnaît une activité professionnelle au moins pendant 5 ans et que votre chiffre d'affaires est inférieur à 90 000 €, vous êtes exonéré. Si vous avez cette activité depuis plus de 5 ans et que votre chiffre d'affaires est entre 90 000 et 126 000 €, là, vous avez une exonération partielle. Et au-delà, vous n'êtes pas exonéré. Comment ça se passe? Sur une plus-value professionnelle, on va prendre le prix de cession, le prix d'acquisition et on va intégrer les amortissements pratiqués. Ce qui veut donc dire que là, dans ce schéma-là, si je détiens mon bien pendant plus de 5 ans, que j'ai un chiffre d'affaires inférieur à 90 000 €, enfin quand je dis je détiens mon bien plus de 5 ans, c'est si j'ai une activité de location meublée professionnelle depuis plus de 5 ans. Ce n'est pas la détention, c'est la notion d'activité. Et cette notion d'activité, d'ailleurs, elle peut être discontinue. On peut très bien avoir été LMP année 1, LMNP année 2, LMP année 3, et c'est le cumul de 5 années en activité LMP qui est important. Dans ce cadre-là, je serai exonéré de plus-value. Qu'il s'agisse des plus-values court terme, les plus-values court terme, c'est en fonction des amortissements pratiqués, ou une plus-value long terme, puisque là, je suis dans une projection en plus à 30 ans, donc quoi qu'il se passe, j'aurais eu une décote et j'aurais été exonérée, mais là, parce que de toute façon, les textes sont en ma faveur et je suis exonérée. Toutefois, gardez à l'esprit que même si vous êtes exonéré de plus-value, vous avez un sujet de cotisation sociale en location meublée professionnelle. Surtout, alors ici, j'avais indiqué ceux qui sont inscrits au registre du commerce et des sociétés, puisqu'aujourd'hui, c'est le contexte dans lequel on se parle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au 26 novembre 2020, il n'y a pas forcément de cotisation sociale pour les personnes qui seraient loueurs en meublé professionnel à ce jour, mais on sait que ça va changer. Donc, je pars du principe qu'on est déjà placé dans le champ des cotisations sociales. Ça veut donc dire que vous allez avoir des cotisations à payer sur les amortissements qui ont été pratiqués. Ça va être intégré. Sur votre plus-value de cession, ça va donc être calculé. Et vous allez avoir ici, à hauteur de 41%, eh bien, des frais. Ce qui veut donc dire que, puisque vous êtes soumis à ces cotisations sociales, ici, dans cet exemple précis, vous devriez être amené à ne pas payer de plus-value. En revanche, des cotisations sociales à hauteur de 140 000 €. Voilà l'exemple chiffré pour bien comprendre l'impact des cotisations sociales. Alors, ce qui est un peu compliqué sur le plus-value en location meublée professionnelle, c'est qu'on ne peut pas évoquer tous les cas d'espèce. On aurait pu le faire pour l'exonération partielle, on pourrait le faire au-delà, etc., pour que vous puissiez voir comment ça se traite de manière plus précise. Mais je pense que ce serait même une thématique bien précise si on voulait rentrer en détail sur ce sujet. Maintenant, je m'attache à répondre aux autres points que vous nous avez posés comme question, c'est notamment le sujet de la CFE. Alors, la CFE, c'est un vrai sujet sur lequel, en plus, il est difficile d'avoir une réponse aussi simple.
D'abord, sachez qu'en tant que loueur, si vous avez un chiffre d'affaires inférieur à 5 000 euros, loueur en location meublée, hein, vous n'êtes pas assujetti aux cotisations foncières des entreprises. Vous êtes exonéré de plein droit. Ensuite, deuxième point, sachez que la cotisation foncière des entreprises s'applique et est différente en fonction de la territorialité. De plus, que c'est la collectivité locale qui est souveraine en matière d'application. Et parfois, elle peut prévoir une exonération totale ou une exonération partielle sur la cotisation foncière des entreprises. Donc, c'est assez difficile de vous apporter une réponse assez simple. Et parfois, on a aussi beaucoup d'erreurs sur les cotisations foncières des entreprises, ce qui veut donc dire qu'on a dans une même rue un loueur qui est assujetti et un loueur qui n'y est pas assujetti. C'est un peu la problématique de la fiscalité locale. Sur la fiscalité locale, sachez juste à titre d'information qu'on a une taxe sur 3 qui est surimposée, une sur 3 qui est sous-imposée et une sur 3 qui est correctement imposée. Donc, avec tout ça, vous comprenez que là encore, je ne peux pas vous donner d'éléments très personnels. Mais concernant donc la CFE, pour revenir sur ce sujet, si vous êtes assujetti, sachez que dans la plupart des cas, vous êtes sur un assujettissement minimal qui serait de 216 euros hors Paris, où Paris décide d'avoir une exonération partielle et donc le montant est de 76, enfin quasiment 80 euros. Cette CFE, elle est aussi liée donc au chiffre d'affaires que vous allez générer et donc avec un plancher minimum qui va s'appliquer en fonction du chiffre d'affaires généré. Voilà ce que je peux vous dire pour la CFE. Sachez juste que normalement, quand on a de la cotisation foncière des entreprises, on n'a donc pas de taxe d'habitation. Sauf si à côté, vous avez une jouissance ou un usage privatif de ce bien, et auquel cas, vous avez bien le cumul. Mais normalement, le fait d'avoir la cotisation foncière des entreprises se substitue finalement à cette taxe d'habitation. Alors, petit rappel, on m'a posé la question, est-ce que je peux transformer une location nue en location meublée à tout moment? Oui, vous pouvez le faire à tout moment, à condition de ne pas avoir eu un déficit foncier qui aurait impacté le revenu global français, ce qui ne peut pas être votre cas normalement, vu votre situation et votre contexte expatrié. Mais vous pouvez donc à tout moment basculer de location nue à location meublée. L'avantage que vous allez avoir, c'est qu'on va prendre une valeur vénale au passage à l'actif. Ça veut donc dire que si vous avez un bien que vous avez acheté peut-être 100 000 il y a 20 ans et qu'aujourd'hui il est valorisé 180 000, eh bien pour calculer les amortissements de votre location meublée, on prendra la valeur à ce jour. Ça vous permettra de réaliser de véritables économies, puisque en location nue, je suis partie sur un exemple ici de loyer à 20 000 euros et j'ai dû faire un abattement de 30% grosso modo pour prendre en compte les charges. Eh bien, on arrive à une imposition pour vous en tant qu'expatrié à 5 208 euros qui intégrerait les prélèvements sociaux et votre tranche marginale à 20%. Alors qu'en location meublée, sur ce même bien, on a des amortissements qui gomment à plus de 80% les loyers, plus les autres charges. Vous êtes à un revenu net et vous avez des impôts à zéro. Donc ça, la location meublée et son régime réel, évidemment, c'est extrêmement intéressant. Si vous vous posez la question, sachez qu'au sein du cabinet Amaris, on a un simulateur en ligne qui vous permettra en tout cas de comparer location nue à location meublée et pouvoir voir les économies d'impôts que vous pouvez réaliser. On a souhaité regarder également la SCI, le statut de la location meublée non professionnelle et professionnelle versus SCI à l'IS, puisque c'est une vraie question chez vous et on nous la pose d'ailleurs très régulièrement. Alors, sachez juste que quand on est dans une société civile à l'impôt sur les sociétés, vous êtes tenu à une contribution sur les revenus locatifs qui est à hauteur de 2,5%. En location meublée, vous n'avez pas cette contribution sur les revenus locatifs. Donc ça, il faut le prendre en compte. L'avantage en location meublée non professionnelle ou professionnelle, c'est que vous avez une disponibilité de la trésorerie. Les fonds qui sont dans votre activité de location meublée, vous pouvez en jouir à tout moment puisque c'est en nom propre, il n'y a pas de distinguo finalement entre vous, votre activité, alors qu'on en a une avec la société civile. Et la société civile, la disponibilité de la trésorerie va se faire qu'à hauteur du résultat comptable. Vous pourrez vous distribuer des dividendes à hauteur de votre résultat. Ce qui veut donc dire que parfois, avec les amortissements, on a du résultat sur lequel on ne peut pas percevoir de dividendes. Dans tous les cas, en tout cas, vous bénéficiez des amortissements. Donc, c'est la raison pour laquelle on considère que ces trois options sont optimisantes fiscalement parlant.
Après, concernant les déficits, on l'a vu, mais vous êtes assez peu concernés. Donc, en LMNP, on l'a vu, c'est imputable uniquement sur les revenus de même nature pendant 10 ans. Le LMP, on va pouvoir le déduire sur le revenu global, mais vous n'êtes pas concerné. En revanche, sur la société civile immobilière, eh bien, les déficits sont reportables que sur les bénéfices futurs de la société sans limitation de durée. Concernant la plus-value, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure en LMNP, plus-value des particuliers, en LMP, plus-value professionnelle avec des cas d'exonération. En société civile, à l'impôt sur les sociétés, on est sur une plus-value professionnelle, impôt sur les sociétés. Et là, on va regarder tout de suite la projection, ce que ça donne sur un bien détenu à 30 ans. On n'a pas de possibilité de bénéficier de réduction d'abattement spécifique en société civile à l'impôt sur les sociétés. Donc, toujours pour garder à l'esprit ce même point de comparaison, j'achète un bien 350 000, je le vends 450 000. Qu'est-ce qui se passe en LMNP au bout de 30 ans? Grande chance en LMNP, on bénéficie de la fiscalité du particulier. Donc, dans cet exemple-ci, eh bien, on ne paye pas d'impôt. En location meublée professionnelle, on a vu, si on est assujetti aux cotisations sociales, eh bien, qu'on va avoir un coût de cotisation sociale à 140 000 €. Et en société civile à l'IS, je rappelle, attention, on ne prend pas en compte, on prend que la fiscalité en cas de revente en compte ici. Hein. Mais on a une plus-value à 94 000 € qui va s'appliquer, c'est la cotisation pro. Et on a une flat tax. Alors, la flat tax, c'est uniquement si on veut percevoir les fonds et en récupérer le fruit de cette vente, et donc qui est taxé à 30%. Ce qui veut donc dire que dans ce cas ici, eh bien, le LMNP est évidemment plus avantageux. La SCI à l'IS dans ce scénario est plus avantageuse puisqu'on a 122 595 € d'imposition, contrairement aux lois en meublé professionnel où on est à 140 000. Voilà ce que ça donne sur ces sujets en termes de fiscalité. Alors, j'ai essayé d'être rapide, d'aborder tous les points. J'espère que ça a répondu à vos questions et que ces exemples chiffrés permettent de mettre en avant des données factuelles. Maintenant, je vais laisser place aux questions. Rémi, est-ce qu'il y a eu des questions sur ces interventions? Oui, merci beaucoup Aurélie, c'est très complet et à la fois très complexe. Donc là, on a pu voir toutes les options et il y a des questions qui sont arrivées au fur et à mesure. Donc je vais la reprendre depuis le début. Alors la première, c'est on indique que si on n'a aucun revenu en France, alors on passe directement en LMP, mais on parle aussi d'une condition à 23 000 €. Est-ce qu'on peut rappeler s'il s'agit des loyers uniquement, des loyers plus les charges? Qu'est-ce que compte exactement les 23 000 €? Alors, en location meublée, le chiffre d'affaires, c'est toutes les sommes générées. Ça veut donc dire loyer, régularisation de charges et éventuellement, je ne sais pas si vous avez perçu une indemnité d'une assurance X ou Y parce qu'il y a eu un dégât des eaux, etc., qui est intervenu et vous avez perçu des fonds, eh bien, elles seront taxées. Donc, c'est bien toutes les dépenses, enfin, tout le chiffre reçu dans votre activité. Donc, les 23 000 €, eh bien oui, c'est charges comprises plus autres. Mais en règle générale, c'est charges comprises. Oui, d'accord. Donc, c'est vraiment le chiffre d'affaires généré au total. C'est ça, tout à fait. Très bien. Il y a une question plus particulière sur comment il est possible de faire de la sous-location meublée avec une SCI à l'IR. Est-ce que tu peux revenir dessus? Oui, il faut que la SCI finalement vous loue à vous en nom propre finalement le logement et vous, dans votre activité en nom propre, vous avez donc un bail entre la SCI à l'IR et vous et qui vous autorise la sous-location et vous devenez un loueur en meublé et vous allez pouvoir en fait réaliser de la location. Vous ne pourrez pas amortir. Par contre, vous pourrez déduire le loyer que vous reversez à la SCI à l'IR. D'accord. Donc, c'est une parade finalement pour pouvoir conserver la SCI à l'IR et réaliser de la location meublée. Très souvent, dans ces cas-là, ces loueurs ont plutôt un intérêt à être sur un abattement forfaitaire de 50%, parce que dès lors qu'on n'est pas propriétaire du bien en location meublée, finalement, puisque c'est l'amortissement qui est extrêmement intéressant dans la fiscalité de la location meublée, si on ne peut pas en profiter, il est probable que le régime du micro soit la solution à retenir. Je dis il est probable, hein, ce n'est pas une science exacte. D'accord, faire une étude personnalisée. Je vois un commentaire qui est venu en même temps, je ne sais pas si c'est lié.
c'est indiqué il faut une carte G pour le faire. Est-ce Non, que ça te dit quelque chose, non? non, non. Alors, la carte G, c'est la carte de gestion. On n'est pas dans un phénomène de gestion, en fait. Hein. Vous êtes vraiment vous faites de la sous-location. N'importe qui peut faire de la sous-location à partir du moment où il a une autorisation du bailleur. D'accord, très bien. Dans la présentation est abordée l'adhésion au CGA et Oui. qui a amené à deux questions. D'une part, on parle souvent de résultats. Est-ce que tu pourrais rappeler la définition d'un résultat? Et d'autre part, la question, c'est est-ce qu'il est possible d'adhérer à un CGA quand on est non-résident? Oui, alors en fait, le centre de gestion agréé a deux intérêts. Le premier, c'est une histoire de réduction d'impôts. Et en fait, aux résidents fiscaux français, c'est la première motivation et c'est la première raison pour laquelle ils y adhèrent. Vous n'êtes pas concerné par la réduction d'impôts parce que vous n'êtes pas résident. Donc, vous pouvez être concerné par l'intérêt au centre de gestion agréé uniquement si vous avez un résultat positif parce que ça vous évite la majoration des 25%. Ce résultat, il est calculé comment? C'est vos loyers moins vos charges, moins vos amortissements. Et donc là, vous avez un résultat très souvent à zéro. Souvent, vos revenus sont neutralisés, mais parfois, on a des rendements très intéressants et vous avez un résultat positif. Si ce résultat il est positif à 1000, par exemple, eh bien, il serait majoré à 1250 puisqu'on a les 25% qui viendraient s'appliquer. Et donc, c'est cette base-ci majorée qui est retenue pour calcul de l'impôt. Donc, quand on est sur des tout petits montants de 1000 comme ça, bon, l'adhésion au centre de gestion agréé peut parfois se discuter parce que entre le coût de l'adhésion qui est d'une centaine d'euros plus la majoration de l'impôt à 100 euros, bon an, mal an, c'est un peu la même chose. Mais ça peut être intéressant quand les résultats sont plus importants. Et sachez aussi, ça c'est une information que je tiens à vous transmettre également, c'est que quand on fait de la location meublée, imaginez, je ne vous le souhaite pas, mais que vous ayez un décès et que vous avez une assurance qui couvre votre prêt immobilier, eh bien ces sommes vont être intégrées dans votre bilan. Et cette somme exceptionnelle va être majorée de 25% si vous n'adhérez pas à un centre de gestion agréé. Donc, ça peut vous coûter cher en termes de succession à ce moment-là. D'accord. Une autre question d'ailleurs très pratique et assez amusante. Donc, si on adhère à un CGA, outre le coût, est-ce que ça fait beaucoup de travail au niveau de paperasse administrative ou est-ce que c'est très simple? Alors en fait, c'est pour. Alors je ne sais pas si cette personne réalise elle-même ses bilans, mais en règle générale, c'est un petit peu plus de travail effectivement pour l'expert comptable, puisqu'en fait la relation va se faire entre le centre de gestion agréé et l'expert comptable, qui va regarder les fichiers FEC, enfin les fichiers d'écriture comptable, qui va demander des pièces justificatives, qui fait en fait ce pré-contrôle auprès de l'administration fiscale. Et donc, il certifie que les comptes sont conformes aux attentes de l'administration fiscale, ce qui évite aussi clairement d'avoir des contrôles sur ces activités. Et donc, oui, il y a un petit peu plus de travail, mais un tout petit peu plus de travail. D'accord, donc c'est pas une grande montagne. La question suivante, on passe à la partie de la présentation sur les cotisations sociales. Oui. Tu indiquais dans ta présentation que la taxation est sur le résultat Oui. et qu'il y a deux cas, si le résultat est négatif et le résultat positif. Oui. Est-ce que c'est une bonne compréhension que si le résultat est négatif, dans ce cas-là, il n'y a pas de cotisation sociale et que les cotisations sociales arrivent uniquement si le résultat est positif? Est-ce que tu peux reprendre ce point? Oui, alors j'ai peut-être pas été suffisamment claire, excusez-moi. En fait, effectivement, le montant des cotisations sera calculé en fonction du résultat. C'est-à-dire que si on a un résultat négatif ou nul, finalement, on va se voir appliquer uniquement la cotisation minimale des 1200 euros. Si on, en fait, la base de calcul, c'est sur le résultat. Et soit on a un résultat nul et on a à minima 1200 euros, soit on a un résultat positif et donc c'est 41% de ce résultat positif, mais en ayant toujours cette cotisation minimale fixée à 1200. Ça veut donc dire que si on a 500 euros de résultat positif, on est d'accord que 41% représenterait 200 euros. 200 euros, ce serait trop faible. La cotisation minimale étant fixée à 1200, on vous demanderait à minima 1200. D'accord, c'est très clair. Une autre question, là on passe sur la partie impôt. Donc effectivement, ça je pense que c'est un cas qui peut arriver à beaucoup de non-résidents qui se disent, voilà, si je reprends mon bien comme mon habitation principale, hein, on a des cas assez fréquents, la personne quitte son logement en France, réside à l'étranger,
le met en location, passe en LMP, location meublée professionnelle, revient en France pour y habiter et que la personne décide de vendre ce logement. À ce moment-là, est-ce qu'il y aura des impôts sur la plus-value latente à payer ou est-ce que ça passera sur une vente de type vente de résidence principale? Alors, à partir du moment où on a la reconnaissance du statut loueur en meublé professionnel, il y aura forcément une plus-value qui sera constatée, une plus-value professionnelle. Donc, il y aura une taxation. Donc, quand on est sur un sujet LMP, c'est une vraie problématique, la reprise du bien finalement. Si on est en LMNP, ce n'est pas du tout le même sujet. En LMNP, on clôture le bilan, on récupère son bien et on est bien exonéré parce qu'on va l'occuper. Ce sera une vente dans le cadre d'une résidence, de sa résidence principale. D'accord, très bien. Je prends dans l'ordre des questions, il y en a après dans le chat que je vais reprendre, ne vous inquiétez pas. Tu as abordé la partie CFE Oui. Et tu disais que c'était très local. Est-ce qu'il existe un site ou une recherche Google qu'on peut faire pour trouver la politique CFE en fonction des communes? Non, absolument pas, puisqu'en fait, même le taux est délibéré en conseil municipal. D'accord. Donc, à partir de ce moment-là, c'est un peu dommage. Alors après, il y a juste une information que vous pouvez retrouver assez facilement sur servicepublic.fr qui va être quel est le taux minimum en fonction du chiffre d'affaires, mais ça ne veut rien dire. Alors, par contre, j'ai juste une chose à vous préciser, c'est que, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a un certain nombre d'erreurs concernant les cotisations foncières des entreprises. Sur les cotisations foncières des entreprises, très souvent, finalement, dans la pratique, c'est ce qu'on voit auprès de nos loueurs, c'est que l'administration fiscale applique un montant qui est assez proche de la taxe foncière. Pour autant, souvent, nos loueurs ont un résultat nul et donc devraient se voir appliquer que la cotisation minimale. Donc, ne pas hésiter à se rapprocher de l'administration fiscale pour essayer de comprendre comment est calculée cette CFE et d'essayer de discuter avec eux, parce qu'il est fort probable qu'elle soit surévaluée. D'accord. Je reviens finalement là, je vois dans le chat une question qui est relative à notre question juste précédente. Donc, c'est un autre cas intéressant, c'est une personne qui réside à l'étranger qui génère plus de 23 000 euros donc qui est en location meublée professionnelle, LMP, qui dans 5 ans rentre en France et du coup a de nouveau des salaires et repasse de fait en LNMP, garde ce statut jusqu'à la vente du bien au bout de 30 ans. Est-ce qu'il y aura des cotisations sociales à payer à la fin? Et si oui, quel est son calcul? Non, parce qu'en fait, on va apprécier la situation au moment de la vente. Ce qui veut donc dire que si cette personne revient en France, elle a d'autres revenus à côté, que le bien est toujours destiné à la location et qu'au moment de le vendre, elle est en LMNP, puisque sa source de revenus est supérieure à ses loyers. Eh bien, elle est en LMNP, donc elle sera sous le régime et elle sera exonérée au terme des 30 ans. D'accord. Donc, en fait, le sujet du LMP et LMNP, du LMP surtout, c'est attention, effectivement, dans une situation où on est 100% expatrié et qu'on veut vendre à ces moments-là, etc., où on veut reprendre et sortir de l'actif. En revanche, si on a cette faculté de pouvoir revenir en France, on pourra parfaitement rejongler avec cette fiscalité, redevenir LMNP, et du coup, à partir de ce moment-là, on bénéficiera de toutes ces règles fiscales, si elles sont toujours les mêmes, effectivement. Oui, ça, en vigueur. On a l'habitude des changements. Oui. Encore quelques autres questions. Alors, ça devient très technique, mais je pense que ça va intéresser tout le monde. Est-ce qu'il est possible de basculer en meublé si le bien génère du déficit foncier dans le cadre d'une SARL de famille? Alors, dans une SARL de famille, on ne peut avoir que du meublé. Alors, en société civile immobilière, l'objectif, c'est d'avoir que de la location nue. Si on a de la location meublée, ça bascule la société civile immobilière à l'impôt sur les sociétés. Eh bien, en SARL de famille, c'est exactement la même chose, mais dans le sens inverse. Ça veut dire qu'on est en BIC, on doit avoir automatiquement une activité de location meublée BIC, et si on a une activité civile à l'intérieur de sa SARL de famille, on bascule en impôt sur les sociétés. Donc, je ne réponds pas tout à fait à la question parce que, en fait, je soulève une autre problématique. Donc, on ne peut pas avoir de sujet de déficit foncier avec une SARL de famille. Ce n'est juste incompatible.
Et d'ailleurs, dans la SARL de famille, ça me permet juste de souligner, si jamais c'est le cas, n'envisagez pas d'acheter un bien en SARL de famille si vous envisagez d'en avoir un usage privatif, parce que ce seraient les mêmes problématiques. D'accord. Alors, on revient encore à la question d'avant, qui vraiment génère beaucoup de questions avec un autre cas très intéressant, une personne qui est retraitée non résident, qui vient de basculer en statut LMP pour les conditions que l'on connaît. Est-ce qu'il y a une parade, une approche, une tactique pour repasser en LNMP si on veut revendre le bien? À part revenir, se retrouver avec Des revenus en France? Des revenus en France, je ne vois pas spontanément comme ça d'autres solutions. Je ne sais pas, hein, je vais être inventif, je lance peut-être une idée aussi. Si on met un tout petit loyer sur les biens pendant un an. En dessous des 23 000 euros, par contre. En dessous des 23 000 euros. Si on arrive à revenir sur un seuil en dessous de ces 23 000 euros, d'accord, donc on peut faire une surprise à son locataire, lui dire de baisser le loyer pour passer en dessous des 23 000 euros, ça peut être une solution. Alors, je reprends le chat. J'avais une question encore une fois très technique pour les travaux de rénovation lors de l'acquisition. Est-ce qu'il faut les faire passer en charge, en amortissement? Est-ce qu'on a le choix et si on a le choix, est-ce qu'il y a une recommandation? Alors, quand on est en location meublée, toute dépense supérieure à 500 euros est une dépense qui va être amortie en fonction de la catégorie et de la nature des travaux qui sont engagés. Donc, en fait, on ne les passe pas en charge, ils sont de facto amortis. La seule chose en location meublée où on a la possibilité de faire une option entre les charges et les amortissements, c'est les frais, les coûts d'acquisition. Les frais de notaire, on a la possibilité soit de les passer en charge, mais auquel cas, si on décide de passer ces frais de notaire en charge, ça veut donc dire que cette décision, eh bien, elle est unilatérale et permanente. Ça veut donc dire que si on investit dans un second bien, on ne pourra pas, on sera obligatoirement contraint de passer ces charges, enfin ces frais d'acquisition en charge. L'autre option, c'est de les intégrer dans le coût d'acquisition qui permettra en fait de les amortir au même titre qu'on va amortir le bien immobilier. Donc, j'ai une question supplémentaire qui vient d'arriver au même moment. Alors là, ça devient très technique. Donc, du coup, est-ce qu'un ravalement de façade doit être amorti? Bien sûr, tout à fait. Un ravalement de façade est amorti. Sauf si on est à 490 euros, la quote-part. D'accord. Ce que je n'y crois pas, j'y crois pas, mais dans une copropriété, parfois, on pourrait avoir, je ne sais pas, des cas d'espèce. Oui. D'accord. Très bien, très bien. Je cherchais une question qui était plutôt, alors qui n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais j'imagine que tu as la réponse. Tu évoquais le fait qu'on ne pouvait pas déberger de meublé, je crois, dans les SCI, et pourquoi il est mieux d'avoir une SCI à l'IR plutôt qu'à l'IS en meublé? Est-ce que tu pourrais rappeler ce… En fait, c'est mieux, c'est que ça n'a pas le choix. En fait, la nature de la société civile, c'est d'avoir une activité civile. Les revenus fonciers, l'activité de location est une activité civile. Dans une SCI à l'IS, ça reprend l'activité de location meublée, l'activité de louer est bien une activité civile. Cependant, l'administration fiscale y reconnaît une nature commerciale sur la source, sur les profits. Ce qui veut donc dire qu'il y a une incompatibilité entre la société civile, qui, elle, est à l'IR, et la nature des revenus d'une activité de location meublée. Donc, si on a une activité de location meublée au sein d'une société civile et que ça représente plus de 10% de cette SCI, eh bien, ça va entraîner de facto la société civile immobilière à l'impôt sur les sociétés. Et c'est irrévocable. Donc, il faut faire attention parce que ce n'est probablement pas la stratégie, d'autant plus que sur une société civile à l'IR, si le reste des biens sont en revenus fonciers, qu'on les détient depuis très longtemps et qu'on pense pouvoir rentrer dans le schéma des exonérations en cas de revente, et que du coup, on basculerait dans une société civile à l'impôt sur les sociétés, vous avez vu dans notre exemple, la fiscalité est relativement lourde par rapport à la détention d'un bien en nom propre. Donc, ça a des conséquences dommageables. D'accord. On revient sur quelques questions cette fois. Vraiment, on va finir sur 2-3 questions sur le LMP, LNMP. Et vous inquiétez pas, si vous avez des questions supplémentaires, on les prendra et on y répondra offline avec Aurélie. La première, c'est pour l'enregistrement du LMP. C'est juste une confirmation que la procédure est bien identique au LNMP, donc c'est-à-dire la P0I ou la FCMB.
Tout à fait. Aujourd'hui, on déclare une activité de location meublée. On ne précise pas le statut si on est en non-pro ou non professionnel. On précise qu'on a une activité de location meublée. C'est tout à fait ça. D'accord. Et dans le cadre d'une location meublée non professionnelle, LNMP, sur une résidence principale, mais qui devient finalement une résidence secondaire, la personne a sa résidence principale en France Oui. et non résidente, loue son bien en LNMP. La personne pose la question sur la taxe d'habitation. Est-ce qu'elle a charge du locataire à partir du moment où il occupe le bien au 1er janvier? Ah oui, tout à fait. La taxe d'habitation, la fiscalité de la taxe d'habitation, alors d'abord, c'est généré au 1er janvier et c'est l'occupant du logement. Donc, si demain D'accord. on a un locataire, c'est au locataire. D'ailleurs, ça apporte juste une petite précision locative, c'est que à chaque entrée de locataire et chaque sortie, vous devez prévenir l'administration fiscale. Donc, si vous confiez vos biens à un gestionnaire locatif, normalement, cette mission, il la réalise. Si vous gérez vous-même vos biens à distance ou par un tiers de confiance ou un proche à côté, veillez à ce que cette démarche soit bien faite, puisqu'en fait, c'est en prévenant l'administration fiscale qu'il y a un nouveau locataire qui permet de mettre à jour aussi leur base de données. Quand bien même chaque occupant, l'année de sa déclaration de revenus, doit dire où il habite et s'il est locataire propriétaire et quel est le nom du propriétaire. Mais en tout cas, vous avez cette démarche, vous, à faire en tant que propriétaire bailleur. D'accord. Location nue ou location meublée. D'accord. Je vois qu'il y a encore quelques questions très techniques. Et ce qu'on va faire, c'est qu'après la conférence, je vais les envoyer à Aurélie qui va y répondre et ça me permet de faire le lien avec une autre question qui était posée. Oui, on va mettre le replay en ligne d'ici quelques jours, incluant les slides et le transcript. Donc, ça va vous permettre de non seulement revoir les slides, mais également tout ce qui a été dit. Et comme sur le site imoneos.fr, il y a un champ commentaire, vous pourrez encore poser des questions en regardant le replay et on traitera toutes les questions qu'il y a actuellement dans le chat et qui n'ont pas pu être répondues. Autre point, il y a une question à propos de la tarification, de l'accompagnement d'Amaris Imo. Donc, deux choses intéressantes. D'une part, c'est que Amaris Imo propose aux membres d'Imoneos d'avoir 1 heure de consultation gratuite pour faire une étude personnalisée de votre cas. Donc voilà, ça peut répondre à une question spécifique que vous avez suite à cette conférence. Pour y accéder, c'est très simple. Vous allez sur imoneos.fr et vous cliquez sur le lien demande d'un expert comptable. Et en tant que tarif, Amaris a eu la gentillesse de faire un tarif préférentiel pour les membres d'Imoneos que vous retrouvez également sur le site web directement. Comme je ne l'ai plus en tête et je ne voudrais pas dire de bêtises, je vous recommande d'aller sur le site web. Voilà. Merci beaucoup, Aurélie, pour ton intervention. Je crois que c'était très détaillé. On va avoir toutes les réponses aux questions dans le replay et des questions supplémentaires qui vont permettre à tout le monde de vraiment avoir une vue très précise de cette imposition et de toutes les options possibles pour gérer au mieux votre bien. Donc, encore une fois, merci pour ta disponibilité, Aurélie. Et merci à tout le monde pour votre présence et toutes vos questions. N'hésitez pas à continuer à poser des questions dans le chat encore pendant quelques minutes ou les envoyer par email pour obtenir des réponses et à échanger directement à l'intérieur du groupe Imoneos vos questions sur le sujet. Voilà, très bonne soirée à tous et à bientôt. Au revoir. Merci, à bientôt, au revoir.